intensité I. On s'en centre. Donc, le champ magnétique créé est normal à la surface de la spire et dépend aussi du rayon de la spire. Cette fois-ci, ce rayon de la spire, c'est quelque chose de constant. Donc, par conséquent, cette intensité du champ B, elle est constante. Et donc là, on parle d'un champ uniforme, un champ magnétique uniforme. Et la photographie en bas, elle représente aussi la disposition ou l'emplacement de la limaille par rapport à la spire, c'est-à-dire selon le champ B. Ce champ magnétique uniforme peut être créé aussi moyennant une bobine parcourue par un courant. Donc à l'intérieur de cette bobine, le champ il est uniforme, il dépend de l'ombre de spire de cette bobine. On peut aussi créer ce champ magnétique par un dispositif dit bobine d'Helmholtz, de qui est constitué par 2 bobines identiques parcourues plutôt par le même courant et donc le champ dans la zone comprise entre les 2 bobines est également uniforme et son sens et on peut le révéler par la règle du tire-bouchon. Passons maintenant à l'action du champ magnétique sur une particule chargée. Alors, ce qu'il faut savoir que toute particule chargée qui se déplace dans une zone où règne un champ magnétique B, il subit une force dite force magnétique de Lorentz. Dans l'expression vaut Q, V, où V c'est la vitesse de la particule, produit vectoriel B, le champ magnétique. Donc la force, c'est le produit vectoriel de QV et B. Un petit rappel sur le produit vectoriel. Donc, produit vectoriel de deux vecteurs, c'est l'intensité des deux vecteurs, la multiplication de la norme des deux vecteurs, que multiplie le sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc, par conséquent, si la vitesse égale à 0, c'est-à-dire la particule n'est pas en mouvement, ou si la vitesse est parallèle à B, donc F égale à 0, ça veut dire pas de force magnétique. Passons maintenant à la détermination des caractéristiques de cette force de Lorentz. Alors, puisque la force de Lorentz représente le produit vectoriel entre V et B, bien évidemment, la direction de F elle est perpendiculaire au plan formé par V et B. Le sens de cette force peut être déterminé par la règle de la main droite, les 3 doigts de la main droite, dont le pouce représente la vitesse, l'index représente le champ et le majeur représente F. Et c'est comme ça qu'on détermine le sens de F. Et l'intensité de ce vecteur, c'est Q, la valeur absolue de Q que multiplie V que multiplie B fois le sinus de l'angle séparant l'angle qui se trouve entre V et B. Donc, cette force, elle est nulle lorsqu'on annule le champ magnétique, lorsque la particule est immobile, c'est-à-dire vitesse égale à 0, ou si la vitesse et le champ magnétique sont collinéaires, c'est-à-dire que alpha égale à 0 ou pi. Donc, pour une charge en mouvement, cette force elle est maximale dans les cas suivants. Lorsque V et B sont perpendiculaires, c'est-à-dire alpha égale à pi sur 2 ou moins pi sur 2, dans la mesure où la force égale à la valeur absolue de Q que multiplie V que multiplie B. Alors, la puissance d'une force est définie comme étant le produit scalaire entre la force et la vitesse. Et donc, la puissance fournie par la force de Lorentz
est nul. Il est nul pourquoi? Parce qu'on vient de dire que, la force est perpendiculaire à V. Ou plutôt, la puissance, elle est nulle si F est perpendiculaire à V. Aussi, heu, le travail d'une force, on l'avait déterminé comme étant le produit scalaire de cette force et le déplacement. Donc, puisque la force de Lorentz représente le produit vectoriel de la vie QV et B, on vient de dire que cette force se trouve sur le plan perpendiculaire à V et B. Donc, il est perpendiculaire à V. Et par conséquent, il est perpendiculaire au déplacement. C'est pourquoi le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires égale à zéro. Donc, par conséquent, le travail fourni par la force de Lorentz vaut zéro. Donc, la vitesse de la particule garde une valeur constante, mais la direction de la vitesse, elle, peut changer. Ceci, on peut le conclure facilement à partir du théorème de l'énergie cinétique, qui est égal au travail fourni par la force. Et donc, ce travail, on vient de dire qu'il est nul. Par conséquent, delta EC égale à zéro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la différence entre deux énergies cinétiques égale à zéro. Ça veut dire qu'il y a égalité entre les deux énergies. Par conséquent, il y a égalité en termes de vitesse. Donc, la vitesse de la particule est constante. Comme on vient de démontrer que l'énergie cinétique est constante, notamment la vitesse, qui reste constante durant le passage dans cette zone-là, ça veut dire que la particule ne va pas changer de vitesse, ou plutôt la vitesse de la particule ne subit aucun changement, ni accélération, ni décélération, comme ce qui est le cas pour la particule chargée en mouvement dans un champ électrique. Et donc, on peut conclure que le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, représenté par une vitesse constante, c'est-à-dire que le champ magnétique n'accélère pas ou décélère pas la particule. Autrement dit, la force magnétique ou de Lorentz ne travaille pas dans ce sens. Maintenant, on va passer à étudier l'effet du champ magnétique sur la trajectoire de la particule. Est-ce qu'elle fait dévier cette trajectoire? Donc, toujours et de la même façon, on va appliquer le principe fondamental de la dynamique sur la particule chargée de charge Q. Donc, par conséquent, la force de Lorentz magnétique, il vaut QV vectoriel B, qui est égal à la masse de la particule qui multiplie l'accélération. Donc, autrement dit, cette accélération, il vaut F sur M. Ça veut dire que l'accélération et la force sont collinéaires et toujours perpendiculaires à la trajectoire. Donc, pour étudier l'impact de champ magnétique ou l'action de champ magnétique sur cette particule chargée, on va considérer deux cas différents, deux cas de figure. Donc, le premier cas où la vitesse initiale de la particule est orthogonale au champ B orienté vers Z. Donc, on va supposer que la vitesse initiale de la particule A est une composante selon l'axe des X et que ce V0 est positive. Donc, on suppose qu'initialement, la particule était à l'origine du repère. Donc, on obtient V de Z égale à 0 et le mouvement de cette particule va avoir lieu dans le plan OXY. Alors, à partir de l'expression de l'accélération qui est égale à F sur M, on remplace F. Donc, A, c'est la dérivée première de la vitesse, c'est dV sur dt, égale à Q sur M, produit vectoriel, vitesse et B. Donc, on remplace, dans la mesure où on sait que B
le vecteur B, il vaut l'intensité B, ou la norme B, que multiplie EZ. On remplace et on fait le calcul vectoriel de la vitesse de la particule vectorielle EZ. Donc, la vitesse, elle a deux composantes, une composante selon EX et une composante selon EY. Et d de V de t sur dt, donc par conséquent, c'est la dérivée de V de x selon EX plus la dérivée de VY, la composante Y, selon EY, est égale, d'après l'expression de l'accélération, elle est égale à Q fois B sur M que multiplie, lorsqu'on a effectué le calcul vectoriel de V de t vectoriel EZ, on a obtenu moins Vx de t selon EY plus Vy de t selon EX. Vy de t